Aujourd'hui, nous allons aborder des aspects théoriques de la coloration capillaire. Le but est de comprendre les lois qui régissent la coloration pour pouvoir ensuite les mettre en application dans des travaux pratiques. Nous allons découvrir le cercle chromatique et la manière de l'utiliser, mais pas seulement. Pour vraiment utiliser cet outil professionnel dans les meilleures conditions, il est indispensable de découvrir comment existent réellement les couleurs, ce qu'est la lumière blanche, les propriétés de la matière qui reçoit cette lumière et comment notre œil perçoit les couleurs. Et pour finir, comment s'organisent les couleurs primaires, secondaires, tertiaires, ainsi que les couleurs complémentaires à la fois pour la synthèse additive et synthèse soustractive. Ce que je peux vous dire en introduction, c'est tout d'abord que tous les mammifères ne perçoivent pas les couleurs comme nous les voyons. Aussi, tous les êtres humains ne les perçoivent pas non plus exactement de la même manière. En réalité, les couleurs n'existent pas en dehors de nous, elles sont une interprétation de notre cerveau. Enfin, pour que les couleurs soient perçues, nous avons besoin de 3 facteurs indissociables. En premier, nous avons besoin d'une lumière qui peut être la lumière du soleil ou une lumière artificielle. C'est grâce à cette lumière qui éclaire l'espace dans lequel nous vivons que nous pouvons observer le monde qui nous entoure, ses formes, ses mouvements et ses couleurs. En second, nous avons besoin de matière, d'objets ou d'êtres vivants qui filtrent et renvoient cette lumière. Et pour finir, nous avons aussi besoin de notre œil qui reçoit les rayons lumineux filtrés pour ainsi les interpréter grâce à notre cerveau. Pour commencer, voyons de quoi est composée la lumière naturelle. Cette lumière naturelle, transparente, est nommée la lumière blanche. Cette lumière est un rayonnement électromagnétique émis par une source lumineuse et qui est constitué d'ondes de longueurs différentes. Toutes ces ondes se distinguent par la distance mesurée entre 2 crêtes de leur ondulation. Les longueurs d'onde sont mesurées en nanomètres. Ainsi, les longueurs d'onde comprises entre 380 nanomètres à 780 nanomètres, c'est-à-dire entre le violet et le rouge, sont les seules perceptibles par l'œil humain. Pour rendre compréhensible cette notion, l'usage des nombres selon les cultures 6 ou 7 couleurs que l'on associe à l'arc-en-ciel, alors qu'en réalité, l'œil peut en distinguer davantage. Toujours pour parler de la lumière blanche, ce qui nous intéresse en fait, c'est de savoir de quoi est constituée cette lumière. Pour le savoir, nous allons avoir recours à une technique qui s'appelle la diffraction. Cela consiste à décomposer cette lumière en la faisant passer par un prisme transparent ou au travers de gouttes de pluie, comme c'est le cas pour l'arc-en-ciel. La première notion à retenir, c'est que la lumière naturelle transparente contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, avec la diffraction de la lumière, nous apercevons toutes ces couleurs de manière distincte. Nous pouvons donc en déduire que lorsque toutes ces couleurs se mélangent, elles s'annulent entre elles et deviennent transparentes. Bon, comme on vient de le voir, la lumière blanche contient toutes les couleurs. Seulement, lorsque cette lumière est projetée sur une matière, un objet ou une personne, celle-ci réagit de manière différente en fonction de la structure à laquelle elle est confrontée. Ces différences se caractérisent sous les phénomènes de diffraction, réfraction, réflexion et absorption. Comme je le disais précédemment, le phénomène de diffraction, c'est lorsque la lumière passe au travers d'un prisme et qu'elle se décompose en ondes colorées distinctes. Pour la réfraction, c'est lorsque les ondes de lumière changent de direction lorsqu'elles passent d'une matière à une autre. C'est d'ailleurs ce qu'on observe lorsque la lumière passe de l'air à l'eau. La réflexion de la lumière, c'est la direction dans laquelle sont renvoyés les rayons de lumière. Pour nous qui nous intéressons aux cheveux, nous allons distinguer 2 types de réflexion. Il s'agit de la réflexion diffuse et la réflexion spéculaire. La réflexion diffuse intervient sur des surfaces irrégulières. La lumière est alors réfléchie dans différentes directions. Ce phénomène se produit sur des cheveux dont la fibre capillaire est altérée, ce qui leur donne un aspect terne, donc moins de brillant. La réflexion spéculaire fait référence au miroir et intervient sur des surfaces régulières. La lumière est par conséquent réfléchie dans une même direction. Les cheveux soyeux, dont la fibre capillaire est lisse, réfléchissent la lumière de manière uniforme. C'est ce qui leur donne un aspect brillant. Maintenant, pour vous expliquer ce qu'est le phénomène d'absorption, imaginons qu'une matière éclairée reçoive une certaine quantité d'ondes. Certaines de ces ondes sont reflétées, c'est le phénomène de réflexion, tandis que d'autres sont absorbées. Il s'agit du phénomène d'absorption.
Pour chaque matière, il existe un phénomène d'absorption sélectif des ondes colorées. C'est d'ailleurs ce qui permet de leur donner à chacune une couleur différente. À titre d'exemple, une surface bleue renvoie la couleur bleue et absorbe les autres couleurs. Une surface rouge renvoie la couleur rouge et absorbe les autres couleurs. Une surface blanche renvoie toute la lumière. Une surface noire ne renvoie aucune lumière. Et une surface grise renvoie partiellement la lumière. Après la lumière et la matière, l'appareil visuel est le dernier élément grâce auquel les couleurs nous sont révélées. Considérons tout d'abord que la couleur est subjective et non objective, c'est-à-dire qu'elle est une perception de notre œil et une interprétation de notre cerveau. Les couleurs que nous voyons se construisent en nous et non en dehors de nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec ce schéma, nous allons expliquer comment la lumière blanche se traduit en sensation de couleur jusqu'à notre cerveau. Ici, nous pouvons observer que les radiations électromagnétiques de la lumière blanche éclairent une pomme. Cette pomme absorbe certains rayons et renvoie les rayons verts. Il y a donc absorption et réflexion. Cette lumière colorée est envoyée sous forme de radiation électromagnétique et entre dans l'œil. Cette radiation lumineuse provoque une réaction chimique dans les cônes de l'iris. Ceci provoque une stimulation physiologique sous forme de courant électrique, puis est envoyée au cerveau. Ces informations constituent une image colorée et contrastée. Le cerveau transforme ces informations en sensations de forme, de mouvement et de couleur. À partir d'une succession d'images, le cerveau visualise un déplacement de l'objet ou non. Les informations transformées en influx nerveux sont donc traitées par le cerveau et interprétées plus ou moins différemment selon les personnes. Bien, pour continuer dans cette voie, il nous faut maintenant aborder deux autres notions vraiment capitales pour comprendre les couleurs et la coloration. Il existe en fait deux approches distinctes permettant de mieux comprendre l'existence des couleurs qui nous entourent. Retenons que la synthèse additive s'applique à la lumière, alors que la synthèse soustractive s'applique à la matière. La synthèse additive est une opération permettant de combiner plusieurs sources lumineuses colorées afin d'obtenir une nouvelle couleur. Pour l'œil humain, la synthèse additive des couleurs permet 1. D'isoler les trois couleurs monochromatiques d'une lumière blanche, il s'agit des couleurs primaires. 2. De les mélanger pour obtenir toutes les couleurs, il s'agit de couleurs secondaires et tertiaires. 3. De les opposer pour qu'elles s'annulent, il s'agit de couleurs complémentaires. Ce principe a permis une application très concrète du mélange des couleurs lumineuses. La synthèse additive est en particulier utilisée par les éclairagistes, mais aussi pour diffuser la couleur des téléviseurs de nos écrans d'ordinateur, et bien d'autres choses. La synthèse additive n'est pas concrètement utilisée dans la coiffure. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les couleurs lumière, plus on les mélange et on les superpose, plus notre objet sera lumineux. Bon, il y a bien un point sur lequel les couleurs lumière sont importantes dans notre profession. C'est bien sûr l'éclairage artificiel en salon, car il se base sur le fonctionnement de la synthèse additive. Il devra donc être choisi judicieusement afin de ne pas altérer les couleurs. Disons que si notre vision est faussée par un mauvais éclairage, le résultat risque d'être inapproprié, surtout lorsqu'en sortant du salon, les cheveux sont exposés à un éclairage naturel. Avec un éclairage froid, légèrement bleuté, les cuivrés paraîtront mat ou marron, contrairement à un éclairage chaud où les cuivrés ou acajou paraîtront plus intenses. Pour éviter les erreurs d'appréciation, il faut donc prévoir un éclairage neutre et blanc. Maintenant, c'est le moment de voir la synthèse soustractive des couleurs. Celle-ci s'applique aux matières colorées, comme les peintures ou les colorants capillaires. En coiffure, nous utilisons une théorie basée sur 3 couleurs pures, comme le font les artistes peintres. Il s'agit du rouge, du jaune et du bleu. Si la synthèse soustractive s'oppose à la synthèse additive, c'est parce qu'elle s'attache à la matière et non à la lumière. Rappelons que la matière est colorée par absorption et réflexion, c'est-à-dire qu'elle soustrait des rayons lumineux et en renvoie certains. Donc, l'accumulation de pigments ou de colorants sur une surface aura pour conséquence un assombrissement de la teinte. Ce phénomène s'explique par une absorption successive de la lumière, d'où le nom de synthèse soustractive. Pour les couleurs soustractives, le rouge, le jaune et le bleu sont des couleurs primaires. À partir du mélange de celles-ci, nous pouvons décliner toutes les nuances du cercle chromatique. Le mélange de 2 couleurs primaires donne une couleur secondaire.
Ainsi, le mélange du rouge et du jaune donne de l'orange, le mélange du jaune et du bleu donne du vert, le mélange du bleu et du rouge donne du violet, et le mélange de ces trois couleurs primaires ou de ces trois couleurs secondaires donne le noir. Notez que le blanc correspond à l'absence de couleur. Pour aller vraiment dans le détail du mélange des couleurs, nous allons utiliser un cercle chromatique. On peut observer les couleurs primaires notées avec un P, les couleurs secondaires avec un S et les couleurs tertiaires avec un T. Et donc, avec le même raisonnement que précédemment, le mélange d'une couleur primaire et secondaire donne une couleur tertiaire. Ainsi, nous pourrions aussi obtenir toute une gamme de nuances résultant de la concentration de l'une ou de l'autre. Par exemple, du rouge et du violet donne du pourpre, du rouge et de l'orange donne du vermillon, du bleu et du vert donne du turquoise, etc., etc. Il faut savoir que chaque couleur, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, possède une couleur qui lui est diamétralement opposée dans le cercle chromatique. Elles sont dites complémentaires et se neutralisent entre elles. Cette loi, comme nous le verrons plus en avant, est une des bases de la coloration capillaire. Donc, pour le rouge, sa couleur complémentaire sera le vert. Pour le bleu, ce sera l'orange. Pour l'indigo, sa couleur complémentaire sera le doré. Pour le jaune, ce sera le violet. Pour le pourpre, le vert pomme. Ou encore pour le vermillon, ce sera la couleur turquoise. Pour nous aider dans les travaux de coloration capillaire, nous avons à notre disposition un outil très important qui s'appelle l'étoile chromatique. Alors l'étoile chromatique est un outil professionnel qui distingue les couleurs primaires et secondaires, les couleurs chaudes et froides, ainsi que la position des reflets. Sur ce schéma, vous pouvez observer en premier lieu les couleurs primaires qui sont le rouge, le jaune et le bleu, et les couleurs secondaires qui sont le violet, l'orange et le vert. Nous observons également que ce schéma distingue deux parties. La partie supérieure, qui regroupe les couleurs froides, et la partie inférieure, qui regroupe les couleurs chaudes. Dans les couleurs froides se trouvent le violet, le bleu et le vert, qui respectivement correspondent à une gamme de reflets tels que le violine, l'irisé, le cendré vert et le vert. Dans les couleurs chaudes se trouvent le rouge, l'orange et le jaune, qui correspondent à une gamme de reflets tels que le rouge, l'acajou, le cuivré, le doré cuivré et le doré. Les flèches du milieu nous indiquent pour chaque couleur sa couleur complémentaire. C'est ainsi que pour chaque reflet, nous pouvons retrouver très facilement ce reflet complémentaire. Dans la pratique, lorsque nous procédons à des mélanges de couleurs, nous pouvons par exemple ajouter un peu de rouge pour réchauffer un violine ou le refroidir en y mélangeant un peu de cendré pour ainsi obtenir un reflet plus irisé. Aussi, lorsque nous avons des reflets persistants après un éclaircissement de mèche ou sur un fond de décoloration, nous pouvons repérer facilement le reflet complémentaire à utiliser pour les neutraliser. Les coiffeurs utilisent d'ailleurs fréquemment un rinçage ou un shampoing violacé pour atténuer un reflet doré sur des cheveux blancs ou sur des cheveux méchés. Dans certains cas, lorsqu'un châtain apparaît trop mat et terne, c'est que son reflet est soit trop cendré, cendré vert ou verdâtre. Il suffira de réchauffer cette couleur en lui apportant une pointe de cuivré, voire d'acajou ou de rouge. Aussi, pour définir précisément une couleur, nous distinguons à la fois sa teinte, sa saturation et sa valeur, ce qui donne au monde qui nous entoure une infinité de possibilités chromatiques. Il faut juste retenir que les teintes correspondent à des longueurs d'onde chromatiques, la saturation quant à elle correspond au degré de pureté d'une couleur. En coiffure par exemple, un cuivré saturé se nomme cuivré profond, alors que la valeur est l'intensité lumineuse d'une couleur. Plus sa valeur est basse, plus elle est sombre. La valeur d'une couleur se mesure du noir jusqu'au blanc en passant par toutes ses variantes. Bien, nous voici arrivés à la fin de ce cours. J'aborderai dans les vidéos suivantes la production de mélanine, ce qui nous permettra de comprendre comment les cheveux deviennent colorés naturellement et d'où viennent leurs pigmentations. Ensuite, il ne restera plus qu'à aborder leur numérotation pour les hauteurs de ton et les reflets. Alors, à très bientôt sur Culture Coiffure.